La diaspora est responsable à 80% des malheurs qui lui arrivent. La diaspora doit assumer ses responsabilités. C'est toujours très facile de dire c'est la faute des autres. Tu envoies ton cousin, tu lui dis va donner 20 millions à quelqu'un. Lui-même, il n'a jamais touché 5 millions. Mais le gars, le réflexe, le premier, c'est avec ça, je serai riche. Ouais. Il a envie de partir parce que pour lui, c'est le jackpot. Et c'est normal. On ne peut pas tenter quelqu'un comme ça. Je travaille à la banque, par exemple. Pourquoi on me donne des grosses primes? Parce qu'on ne veut pas que je sois tentée. Vous avez passé 10 ans donc chez BNP Paribas. À quel moment vous décidez de partir et pourquoi? L'argent ne fait pas le bonheur, mais ne le dites pas les poches vides. En fait, on coupe la partie qui nous convient, Oui. mais il y a une autre partie qui dit ne le dites pas les poches vides. Parce que l'argent, il faut savoir que c'est une énergie, on ne l'a pas appris à l'école. Mais l'argent, c'est plus une énergie que du papier qu'on touche. Les diasporas africaines ont envoyé en Afrique plus de 100 milliards de dollars à leur pays d'origine respectif. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous dit? Monsieur Philippe Tane qui a les Dove au Cameroun, les magasins Dove. Il y avait tellement de monde autour de lui et lui, il avait une technique. Dès qu'on l'approchait, il disait non, venez au Cameroun, venez au Cameroun. À la fin, je lui dis mais vous êtes sûr si on vient au Cameroun, vous allez nous recevoir? Il dit bah tente. Vous êtes allé? J'ai pris mon billet d'avion. Ah ouais. Parti au Cameroun. Alors pourquoi vous pensez que l'immobilier n'est pas rentable? Ah. L'immobilier, il y a... Alors, est-ce que pour vous, retourner en Afrique, quand on a quitté le continent pour être en diaspora, retourner en Afrique, c'est une obligation ou alors c'est juste une nécessité? Alors, je pense que c'est une obligation. Ok, pourquoi? C'est une obligation parce que, en fait, on ne peut pas renier ses racines. Oui. Maintenant, je peux aussi comprendre ceux qui veulent rester parce que quand on arrive, on fonde des familles, on a des enfants, on a des attaches. Oui. Je peux comprendre, je ne vais pas les juger, mais je pense que le devoir de toute une diaspora, qui est la nôtre, c'est de repartir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire. Et ceux qui, après... une fois arrivés sur le territoire français, par exemple, ne se sentent plus trop camerounais, ne se sentent plus trop ivoiriens. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Oh, ça viendra. Je pense qu'au début, quand on arrive, on est surpris par plein de choses. On a envie de découvrir, on a envie de s'intégrer. Oui. Et ce qui est louable. Okay. Parce que quand on arrive, on doit aussi s'intégrer où on vit. Oui. Maintenant, quand on va gravir des échelons, ou quand on va essayer de briguer certains postes, forcément, on va buter à la culture, à plein d'autres choses. Et c'est là où ça va nous ramener naturellement à ce pourquoi on est destiné. Ok. Autre question, entrons un peu dans le franc CFA. Est-ce que vous pensez que le continent africain peut se développer, en tout cas les pays africains utilisant le franc CFA peuvent se développer avec cette monnaie? Alors c'est une question très épineuse. Ça alimente vraiment beaucoup les débats. Oui. S'il faut que je sois honnête, parce que je peux être politiquement correcte, parce qu'il faut comprendre que voilà, j'ai mes agréments en France, j'ai des titres à préserver. Oui. Mais si je dois être honnête, je vais juste prendre une petite image pour que ceux qui nous écoutent, pour qui le franc CFA est très complexe, pour qu'ils comprennent. Oui. C'est comme si je dois aller faire une course de cheval. Ok. Et donc, du coup, en fait, c'est très compliqué parce que je n'aime pas rentrer dans... On a arrimé le franc CFA à l'euro. C'est pas toujours évident de comprendre ces histoires d'arrimage. Donc, c'est pour ça que je prends cette image. Un cheval. En France, ils ont leur cheval qui va aller compétir. Ok. Ceux qui ont le franc CFA doivent aussi avoir leurs chevaux. Et donc, pour le coup, comme ils sont arrimés au cheval français, qui va très vite, ou même l'euro, on va dire, en gros, parce qu'en plus de ça, ce n'est même plus seulement le franc français, c'est maintenant le franc de toute l'Europe. C'est ça. Ils sont arrivés à toute l'Europe. Donc, pour ça, pour avoir un cheval, il faut produire 655 chevaux. Très compliqué. Hein. Très compliqué. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut dupliquer la production. Oui. Pour qu'on puisse être au niveau. Donc, on ne peut même pas, c'est des entités qu'on ne peut pas comparer. Donc, en fait, si je dois synthétiser, c'est qu'on ne peut pas se développer dans ces conditions alors? Très compliqué. C'est très, très compliqué parce que, comme je dis, il faut produire 655 fois
c'est vrai que c'est pas la même valeur. La même unité, en fait. Oui, voilà, c'est pas la même valeur, mais je vais dire dans la valeur locale, il faut que j'en ai 655 pour espérer atteindre un seul. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le cas des chevaux. Il faut que j'en ai 655 chevaux pour espérer atteindre la valeur d'un seul cheval. Français ou européen. Européen. Ok. Donc, c'est... Et puis même, voilà, moi je suis un peu ces débats. Et effectivement, quand on vous produit de l'argent, vous ne pouvez même pas le changer là où on le produit. Oui. Il y a déjà une entourloupe, on est d'accord. Ok. Alors, je vais essayer de creuser un peu sur votre rapport avec l'argent. Est-ce que pour vous, l'argent fait le bonheur ? Alors, les gens ont tendance à dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais ils ne finissent pas la citation, mais ne le dites pas les poches vides. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ne le dites pas les poches vides. Wow. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ne le dites pas les poches vides. C'est ça. Donc, ça veut tout dire. En fait, on coupe la partie qui nous convient, mais il y a une autre partie qui dit ne le dites pas les poches vides. Donc, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas être heureux. Parce que le bonheur, être dans une belle salle comme celle-ci, il faut louer, il faut de l'argent. Oui. Pour voyager, il faut de l'argent. C'est clair. On a besoin de l'argent dans tous les aspects de la vie. Il n'y a que l'air qu'on respire, on ne peut pas encore payer. Mais... Ici, on regarde même bien, on va trouver quelque part où... Il y a l'air qui est pur ici et l'autre qui n'est pas pur là-bas. Donc voilà, ça dépend. Ouais. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'il se passe des choses merveilleuses de votre côté. En tout cas, de mon côté, ça va mieux parce que vous savez, dans les épisodes précédents, c'était pas trop la grande forme. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de finances, on va parler d'investissement, de gestion de patrimoine. Et pour cet épisode, on a aujourd'hui une pépite. C'est une dame qui est à la fois camerounaise et gabonaise. J'ai envie de dire un mélange qui est quand même très très compliqué. C'est pas facile d'être à la fois camerounais et gabonaise. Donc avec elle, on va essayer d'échanger sur les notions de financement, les notions de gestion du patrimoine. Donc j'espère que c'est un épisode qui vous plaira. C'est pourquoi je vous invite justement à vous abonner, liker et de partager. Donc mettez-vous bien, mettez-vous dans des bonnes conditions, de l'eau, du jus, de la bière même si vous voulez. Et on va devoir commencer. Bonjour Ghislaine, comment vous allez ? Bonjour Aston, ça va très bien, je vous remercie. Merci de m'inviter. Oh, c'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir d'avoir un profil aussi expérimenté que vous devant moi. Merci. Alors, j'ai essayé de faire mes petites recherches sur vous. J'ai vu que vous avez fait HEC. J'ai vu que vous avez 10 ans. 10 ans, enfin, je remets 10 ans voilà, d'expérience. Je suis BNP Paribas, l'une des plus grosses boîtes françaises, qui fait environ 50 milliards, autant pour moi. J'ai failli dire une bêtise. Milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. Qu'est-ce qui manque en fait ? Qu'est-ce qui manque à mon profil ? Oui, à votre profil. Alors, mon profil, déjà, il est juridique. Oui. J'ai fait des études de droit jusqu'au master. Je veux sauver la veuve et l'orphelin, parce que je suis féministe dans les bords. Oui. Je me lance dans le droit du travail, parce que voilà, il y a plein de choses à changer. Il faut protéger le travailleur. Oui. Et je vais en stage dans un cabinet d'avocats, un grand cabinet d'avocats. Et j'aime pas du tout comment ça se passe sur le terrain. Et pourtant, j'avais acheté un master. Qu'est-ce qui se passait pas bien concrètement ? Si on peut entrer dans les détails. Oui, alors j'ai trouvé que c'était trop marketing dans le sens où les deux avocats dont je m'occupais, parce que ils m'ont pris en tant qu'assistante au début et je reçois les clients en fait, pour déblayer concrètement leurs problèmes avant de basculer vers l'avocat. Oui. Et là, je me rends compte qu'ils privilégient toujours des clients avec, comment je vais dire ça, avec un beau comment je vais dire, il fallait que l'affaire soit rentable. Ok, d'accord, je vois. Donc, quand je me retrouvais avec des clients dont ils ont des problèmes avec l'employeur, mais qu'ils négligeaient un peu le dossier en disant, bon, et je me suis retrouvée à annuler plusieurs fois leurs audiences. Oui. Et en décrochant le téléphone en disant non, c'est le tribunal qui a annulé. Et donc, ça commençait à me peser parce que je voyais bien que ces pauvres gens n'étaient pas défendus alors que ce sont eux qui ont vraiment besoin de défense. Et ce qui intéressait ces avocats, c'est dès qu'ils entendaient CGT ou BNP ou Leclerc, ils partent en courant parce que là-bas, il y a du gros sou. Et donc, ça m'a un peu lassée. Je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire, en fait. Moi, c'est les autres que je veux défendre. Et quand je suis repartie en cours, j'ai commencé sérieusement à réfléchir parce que, malheureusement, je suis allée voir mon prof qui m'a dit, ce domaine-là, c'est un peu, malheureusement, ça devient ça. Donc, je me suis dit, il faut que je me réoriente. C'est compliqué.
Donc, parallèlement à mes études, je faisais conseillère de vente dans des grands prêt-à-porter. Oui. Et j'ai vraiment... Galeries Lafayette. Ah ouais, c'est ça. Ok. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le contact client parce que voilà, je conseille une cliente, elle repart avec le sourire, je lui dis mettez tel coloris, elle est contente. Et donc, quand je finis cet épisode juridique, je me pose la question de ce que je vais faire. Et là, je vais voir un conseiller d'orientation, je lui dis je suis perdue. Je pensais vraiment faire des études de droit, aller jusqu'à faire avocate, mais je me rends compte que c'est un secteur qui ne m'intéresse pas trop. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, votre profil juriste. Alors, j'ai un petit filon, il y a les banques qui recherchent votre profil, ils vous forment. J'ai dit, mais non, pas les banques, c'est des voleurs. C'était l'appréciation d'avant. C'était l'appréciation d'avant. Il me dit, non, allez voir, vous allez... Et je me dis, pourquoi pas? Bon, je teste. Et je commence à m'intéresser au sujet, je fais des recherches. Et c'est comme ça que je postule. Je me dis, bon, j'ai rien à perdre. Effectivement, je suis convoquée tout de suite pour plusieurs entretiens, dont BNP Paribas, à l'issue de 4 entretiens. 4 Oui. Quand même. À l'issue des 4 entretiens, ils me recrutent. Et donc, du coup, ils me forment. Ils me mettent dans un Greta où vraiment... Et je finis de me former. Donc, je commence à comprendre les mécanismes à l'interne. Et là, je me dis, je tiens quelque chose. Effectivement, on parle de finance. On parle des secrets des gros portefeuilles. Donc, je me dis, OK, ça, c'est top, ça. Donc, la particularité que j'ai eue, c'est quand je pars, j'intègre justement les métiers de la banque. Je ne vais pas pour me dire, voilà, il faut que j'atteigne le sommet. Je vais pour dire, qu'est-ce que je vais devenir ici, que je vais apporter au mien. Et donc, j'y vais, je regarde comment on structure les gros portefeuilles des clients. Parce que quand je termine ma formation, tout de suite, on me donne un portefeuille. Mais quand je suis en formation, je suis coachée par un N+3 qui m'amène dans ses rendez-vous, quand il va à l'extérieur, il m'amène. Donc, je vois comment on structure ces portefeuilles et comment la structuration patrimoniale est tellement exigeante. Complexe. Très complexe. C'est l'ingénierie patrimoniale, en fait. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Et au final, voilà, quand j'ai fait 3 ans de poste, j'ai voulu évoluer. Je suis passée chez les pros parce que j'ai observé aussi. Chez les pros, j'adore le contact. En fait, il y a toujours un esprit entrepreneurial derrière qui trotte en moi. Et donc là, en effet, j'apprends à structurer les portefeuilles des professionnels. Et au bout de 2 ans et demi, on me propose un poste de directrice d'agence que je décline. Ah ouais, pourquoi? Parce que justement, j'ai observé, à part le titre de directeur. Voilà. Dans le fond, il n'y a rien. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose parce qu'on est plus tampon entre la direction qui veut des résultats, les clients qui sont énervés et les collègues qui peuvent être en arrêt maladie ou qui ont leur susceptibilité. Donc, on est tout le temps en train de jongler entre ces entités-là. Il faut froisser personne. Et ce n'est pas moi mon tempérament. Je fonce, j'ai besoin de... donc, du coup, je décline ce poste. Est-ce qu'ils n'ont pas mal pris le fait que vous... Si. En fait, en banque, il faut vraiment respecter les strates, la pyramide. Donc, moi, je commence à viser les entreprises. Ils ne veulent pas. Ils me disent, non, vous devez faire vos classes. Donc, au final, j'arrive à convaincre et ils acceptent. Et je bascule dans le pôle entreprise et je commence par le retail. Dans le retail, voilà, je finance des moyennes entreprises. Voilà, au bout de quelques temps, je bascule pour le corporate, qui est les très grandes entreprises. D'accord. Voilà, le parcours un peu recraché. Franchement, bravo. Merci. Beau parcours. Merci. Et vous avez passé 10 ans donc chez BNP Paribas. À quel moment vous décidez de partir? Et pourquoi? Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, j'ai commencé à regarder les réseaux. Et sur les réseaux, justement, le mastodonte, je tombe sur Philippe Simo. Donc, je suis ses vidéos, je suis. Et là, il organise une conférence à Versailles. Et alors, il y a Thion Niang dedans. J'adore Thion Niang. Le Sénégalais. C'est ça. Et donc, parce que moi, je le suis depuis des années, bien avant Philippe Simo. Et là, je me dis, c'est une occasion d'aller voir Thion Niang. Donc, j'achète mon ticket et j'y vais. Et voilà, j'ai rencontré Thion Niang. Et là, pendant la conférence, c'était tellement beau, j'ai adoré le cadre.
Voilà, je me suis dit, pour une fois, on ne se moque pas de nous, on va dans un très beau cadre. Donc, on est dans une belle émulation, et du coup, je me dis, voilà. Et là, Philippe Simo lance une promo en disant, voilà, pour ceux qui sont dans la salle, si vous réservez une formation, je vous fais une réduction. Bon, vite fait, je sors ma calculette. Je calcule, je dis, bon, tac, moins 60%. Bon, franchement, alors qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Je ne sais pas. Mais bon, on y va, c'est pour le réseau. Et donc, du coup, je me lance et je m'inscris. Et donc, c'est là-dedans, dans cette formation, que je commence un peu à m'ouvrir vraiment à l'entrepreneuriat. Le but, c'était d'abord d'intégrer un réseau. Et donc, j'intègre le réseau et tout de suite, de fil en aiguille, parce que dans les débats, la féministe ressort tout le temps et Philippe dit « Arrête d'embobiner les hommes ». Et donc, au final, je lui propose mes services, qu'il accepte. Et donc, je suis coach dans son programme 1 an. Ok. Donc, on prépare le Back to Africa 2023 ou 2024. Je pense que la première édition, c'était 2023. C'est ça, la première édition, c'est ça. Oui. On prépare... Non, la première édition, puisque j'ai intégré la formation dont je suis dans le panel, c'est l'année d'après qui me prend en tant que formateur aussi. Donc, 2023, j'y étais. Et 2024, je suis déjà actrice dans le... C'est ça que j'aime bien. Je viens d'abord en tant que spectateur. Ouais. Après, je bascule dans le cadre. Je suis dans le réseau. Et après, je suis déjà dans l'équipe qui prépare. Très bien. Donc, c'est ça aussi que je veux que les gens ne soient toujours pas spectateurs. Ils doivent aussi, même quand ils intègrent je sais pas, une formation, qu'ils proposent toujours des services. Moi, je fais toujours plus que ce qu'on me demande. Toujours plus. Jamais je m'arrête à ce qu'on me demande de faire. Est-ce que des fois, c'est pas... On ne finit pas souvent perdant en faisant ça? Non, jamais. Comment ça, jamais? Jamais. Quand on donne, même si les gens ne le disent pas, mais ils le voient. Je reprends l'exemple même de mon cabinet d'avocats où j'étais. Oui. Ils ont eu beaucoup de mal quand je suis partie. Parce que quand j'arrive, quand les avocats sont au tribunal et qu'ils m'appellent, ils me disent « Retrouvez tel dossier ». Les dossiers étaient éparpillés partout. J'avais du mal à retrouver. Et un jour, je suis arrivée, je me suis dit « C'est pas possible, un tel désordre ». Je me suis arrêtée, j'ai tout rangé et j'ai classé par nom, pour que si je cherche un dossier, je vais au niveau du nom, je sors le nom, je regarde déjà la lettre, je sors le nom, j'ai tout classé. Donc quand ils sont revenus, ils n'en revenaient pas. Ils ne m'ont pas demandé ça. Mais en fait, il y a souvent des gens qui en demandent un peu trop et qui très généralement ne voient pas le plus que tu fais pour essayer peut-être d'équilibrer les choses ou pour juste que les choses avancent normalement. Ben oui, c'est aussi un test. La personne en demande plus, mais elle sait bien qu'elle en demande plus. Oui. Elle pousse un peu le bouchon pour voir aussi la personnalité. Oui. Et moi, pareil en agence, pourquoi j'ai évolué au point où on me propose des postes? J'ai trouvé des gens qui n'évoluaient pas du tout. Moi, je faisais tellement plus. D'ailleurs, petite anecdote, en agence, c'était pareil. Hein, quand je suis arrivée, mon chef m'appelait Mère Teresa. Je ne voulais pas qu'on rejette les débits des gens. C'était interdit. Moi, on me disait, mais comment tu ne peux pas gérer, il faut rejeter. Non, personne ne rejette. Je dois traiter chaque dossier, je dois vraiment trouver une solution à chacun. Parce que finalement, j'ai trouvé là où je pouvais aller sauver la veuve et l'orphelin dès le départ que je voulais faire. Et donc, moi, tellement ça me prenait du temps, ça ne me dérangeait pas que le samedi soir, j'ai dit, mettez-moi tous les dossiers de côté. Dès que l'agence fermait, moi, je restais. Je me rappelle une fois, l'agence, la sonnerie, l'alarme s'est déclenchée à 22h, j'étais encore. Ah ouais? Ma direction me disait, mais il y a un problème. Les mails partaient dans tous les sens pour dire, arrêtez de travailler comme ça. Mais les résultats sont tombés au point, mon N+5 est descendu en agence pour venir me rencontrer. Il m'a dit, c'est exceptionnel. Ah ouais. Donc pourquoi? Parce que je travaillais derrière et les clients que j'aidais, tous me le rendaient. Il fallait voir les périodes de fête. Même j'ai mon N+3, un autre qui arrivait, il était assis, il voyait juste les cadeaux qui arrivaient. Mes clientes, même pour aller acheter quand ils vont faire leurs courses, ils ramenaient une mangue pour moi pour le midi. Madame, je vous ai ramené une mangue. Ah ouais, ça quand même, c'est... Donc les gens le ressentent. Les gens ressentent la bienveillance, les gens ressentent... Quand on fait des choses avec bon cœur, les gens le ressentent. Donc pour dire que quand vous donnez toujours plus, vous recevrez, même si c'est pas... Moi, je crois en une force divine. Oui. Elle récompense tout le monde.
quoi qu'on fasse. Même si ce n'est pas immédiat. Même si ce n'est pas immédiat. Ça prendra du temps, mais ça viendra. D'accord, ok. Du coup, pour revenir sur l'histoire, sur la préparation du Back to Africa, oui. Oui. Donc, la préparation de Back to Africa. Quand vous avez commencé à travailler avec Philippe Simo à ce sujet-là. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir concrètement? En fait, avant que je ne rebondisse sur le fait que en donnant trop, on peut vous exploiter, etc. Vous étiez en train de raconter l'anecdote justement avec Philippe Simo. Sur comment est-ce que vous commencez à travailler avec lui. Donc, c'est la suite en fait qui m'intéresse. Ah, c'est ça. Alors, je propose mes services. Oui. Il m'a un peu vu, hein, il a vu comment dans sa formation, je laissais rien passer. Oui. Je pense qu'il a vu mon caractère et donc après je lui propose mes services. Il me dit oui. Donc du coup, il m'intègre dans sa plateforme de formation comme coach. Voilà, j'étais coach 1 an et on a préparé le Back to Africa. Je lui ramène l'idée de mettre des boubous. Et il me laisse gérer, il me dit bon, gère, parce que donc je gère, c'est moi qui ramène cette belle idée. Je l'ai fait 2 ans. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que dans les nouvelles éditions, encore les prochaines éditions du Back to Africa, est-ce que vous travaillez toujours ensemble? Non, on a terminé l'année d'après parce que voilà, j'ai fait 1 an de coaching avec lui. Coaching, je veux dire en tant que coach dans sa plateforme. Et après, j'ai voulu me lancer parce que j'en veux toujours plus. Ah ouais, ok. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous décidez, ou encore c'est de là que vient l'inspiration, encore la décision de partir de BNP, définitivement? Alors, en partie. Parce que quand je suis dans sa plateforme, il y a beaucoup de besoins. Oui. Voilà. Et puis, je regarde des profils. Et donc, après, je lui ai proposé, je lui ai dit quand même qu'il a de beaux profils, qu'il faudrait bien les structurer. Parce que beaucoup de gens ont besoin de structuration de patrimoine. Mais aussi, quand j'étais déjà en agence, je l'avais remarqué. Alors nous, on a un gros problème, c'est qu'on n'a pas d'éducation financière. Ah oui, ça manque. Voilà, on vient de l'Afrique, c'est normal. Je ne sais pas s'il y en avait qui ont des cartes bleues là-bas ou qui... Non. Donc, il manque beaucoup d'éducation financière. Et en plus de ça, quand les gens viennent en agence, on leur a tellement dit qu'on va vous vendre un produit que quand ils viennent, tout ce qu'on veut dire... Non, pas tout de suite, non, j'ai pas envie. Même quand je vais leur parler de quelque chose de très concret, ils ont du mal. Et donc, c'était un besoin que j'avais déjà détecté. Oui. Et là, plus la demande qui se fait pendant la formation, je me dis, là, il y a vraiment de quoi faire. Ok. Voilà. Donc, et là, je crée ma structure, mais c'est pas tout. Quand je crée ma structure, voilà, là, c'est même là le déclencheur. C'est que, justement, dans ce Back to Africa, on fait intervenir un grand monsieur. Monsieur Philippe Tagne, qui a les Dove au Cameroun. Les magasins Dove. Oh, Dove, oui. Donc, il y a beaucoup de personnes dans la salle. Stanislas Cézé, Jean-Louis Billon, je pense, Billon, Nelly Tchatchoué Diop, paix à son âme. Une grande dame, hein. Les Rebecca et Nonchon, vraiment, le panel était magnifique. Et là, monsieur Philippe intervient, je ne le connaissais pas. Vous connaissez quand même ses structures et tout, mais vous ne savez pas que c'était lui, c'est ça? Même quand j'y vais, franchement, je ne prêtais pas attention. On m'amenait à Santa Lucia, mais je ne prêtais pas attention. Et là, il intervient. J'ai fait waouh. Pourtant, j'ai écouté tout le monde, mais lui, il est juste parti sur l'aspect développement personnel. Oui. J'ai fait waouh. Et donc, en sortant de là, je vais dans sa masterclass. J'écoute tout. Le lendemain, je repars. J'écoute encore. Et puis, il y avait tellement de monde autour de lui. Et lui, il avait une technique, parce qu'il a un peu compris comment on fonctionnait. Dès qu'on l'approchait, il disait non, venez au Cameroun. Parce qu'il sait que bon. Et là, à la fin, je lui dis, mais vous êtes sûr, si on vient au Cameroun, vous allez nous recevoir? Il dit, bah, tente. Vous êtes allé? J'ai pris mon billet d'avion. Ah ouais? Je suis parti au Cameroun. Spécialement pour le rencontrer? Pour le rencontrer aussi, comme j'ai dit, voilà, j'ai une structure là-bas. Ok. Et donc, j'ai une société là-bas qui aussi aide la diaspora. Et donc, j'arrive, je lui demande un entretien. Et surpris, il me fait patienter et il me reçoit. Et quand il me reçoit, il dit... Félicitations, depuis que je suis revenue, vous êtes la première à venir. C'est pour ça que je dis à tout le monde, parce que effectivement, la diaspora, dès qu'ils voient quelqu'un qui intervient, sont tous autour, mais qui a le courage de vraiment venir chercher le conseil. Donc c'est bien, j'ai dit oui. Et donc, c'est là où il me questionne rapidement sur ce que je veux faire.
Parce que j'ai aussi une société d'import-export. Je dis, non, ben voilà, je vais faire de l'import-export. Il me dit, pourquoi vous voulez faire ça? Venez de me parler d'un beau parcours financier. Pourquoi vous allez faire de l'import-export? Je ne comprends pas. Alors que là, vous avez déjà un background qui fait que quand vous parlez, vous avez de l'assise intellectuelle. Et j'ouvre les yeux. Je n'avais jamais pensé. Je dis, mais... parce qu'ici, on ne nous apprend pas à arriver là-dessus. Je me suis dit, je fais ça ici, qui va me donner quoi? Il me dit, non, va creuser ça. Mais je dis, BNP, 10 ans chez BNP, allez creuser ça. Je ressors de là galvanisé. Même pas 30 minutes d'échange. Il a changé le truc. Pourtant, ce n'est pas ce que j'avais quand j'étais en formation. J'ai été en contact des entrepreneurs, ce n'est pas ce que j'avais. Parce que nous, on a tendance à nous rabaisser, nous ramener à l'échelle la plus basse. C'est lui qui me dit non. Vois grand. Prends là où tu es spécialisé. Il y a quelque chose à faire là-bas. Il y a quelque chose à faire. Nous tous, on en a besoin. Même moi, j'en ai besoin. Va regarder ça. Je sors de là 30 minutes. Et vous décidez de partir? Je décide que là, c'est bon, je me jette à l'eau. Et je reviens. Je commence à parler dans les réseaux. Et là, c'est ça que je lui avais demandé. Je dis, mais comment je crée la crédibilité? Il m'a dit, à toi de réfléchir maintenant. Je t'ai dit, voilà, creuse ça et trouve un moyen. Et je dis, bon, je me réfléchis, je me dis, oui, c'est les réseaux. Et pendant que j'étais au Cameroun, je commence à rencontrer, dès qu'il m'a donné l'idée, j'ai changé complètement mon planning. J'ai commencé à rencontrer les grands directeurs de banque là-bas. J'ai commencé à dire, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi vous ne travaillez pas avec la diaspora? Et tous m'ont dit, très bien, vous êtes chez BNP, vous êtes dans le risque, trouvez-nous l'équation à résoudre sur le risque. Nous, on veut tous la diaspora. Mais comment on fait? Si quelqu'un de la diaspora ne veut pas payer nos créances, vous êtes dans le risque. Dites-nous comment on fait pour récupérer nos argents là-bas. Donc, résolvez l'équation et revenez au Népreneur. Wow. Je reviens, je dis, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Là, il y a vraiment un filon que je tiens entre les mains. Donc, je viens, je commence à parler. Dès que j'ai commencé à parler, 6 mois après, il y a une dame qui m'appelle. Voilà, moi, je veux placer 50 000 euros. Parce que j'ai un bonus que j'ai eu, je pars en retraite. Et en fait, je parlais, mais je n'avais pas d'agrément. Mais là où, effectivement, les gens doivent faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux. Oui, énormément. Cette dame-là, voilà, je lui ai dit non, je ne vends rien. Elle me dit, comment ça? J'ai dit non, je veux juste te donner des conseils. Comment faire? Elle dit non, c'est bien dommage. Moi, j'aime bien vous voir parler, j'ai envie de vous faire confiance. C'est dommage. Et franchement, dont vous parlez pour rien, alors. Elle me dit ça au téléphone. J'ai dit... ça vous a fait mal un peu? Oui, ça m'a fait mal. Dès que j'ai terminé, j'ai raccroché, j'ai dit, oui, effectivement, ça n'a pas de sens. Ouais. Et c'est comme ça que je commence à faire les forums. Ouais. Les forums. Je commence vraiment à aller dans les forums. Dès qu'il y a un forum sur le patrimoine, j'y vais. Okay. Le courtage, j'y vais. Et c'est comme ça que je rencontre des personnes qui m'expliquent comment ça fonctionne. D'accord. Et là, je commence à demander mes accréditations, mes agréments. On ne va pas s'appeler ça agrément parce qu'agrément, c'est très lourd. On appelle ça accréditation. Pour devenir conseiller en investissement financier, pour faire des opérations de banque, pour faire de l'assurance et pour faire de l'immobilier. D'accord. Donc, aujourd'hui, je couvre tout ce panel-là. J'accompagne de l'achat de son bien immobilier ou d'un crédit qu'on veut jusqu'à la constitution vraiment patrimoniale. Parce qu'il y a le volet investissement, là on rentre vraiment dans la structuration. C'est en Europe comme en Afrique? En Europe comme en Afrique. En Afrique, ce que je fais, parce qu'on a beaucoup de problèmes là-bas, d'ailleurs là je gère vraiment beaucoup de dossiers sur des personnes qui vont acheter des terrains ou des personnes qui veulent aussi ouvrir des sociétés, parce que j'accompagne, je fais tout clé en main, créer de la structure là-bas et on s'occupe de toute la paperasse. D'accord. Et donc là-bas, on est en contact avec des très bons avocats, des notaires, voilà, l'administration aussi, on a notre réseau. Donc le but, c'est vraiment que la diaspora ne se fasse plus trop arnaquer. Ouais. Parce que c'est légion, on a vu. Voilà. Donc... En tout cas, franchement, c'est très beau. Alors, la gestion du patrimoine, concrètement, de manière terre à terre, si on devait l'expliquer à une fillette, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors, s'il faut aller terre à terre, c'est savoir gérer son argent. Ok. L'argent, c'est important. Oui.
L'argent, ça a de la valeur. Il ne faut pas le dépenser n'importe comment. Quand on perçoit son argent, il faut toujours avoir des poches d'allocation. Est-ce que la petite fille, elle a une maison ou pas? Je veux dire, est-ce qu'elle loue? Parce qu'on dit une petite fille, je veux dire, c'est de quel âge à quel âge? Il faut toujours, en gestion de patrimoine, il faut toujours être très... Bon, en disant petite fille, c'était juste pour faire allusion au fait qu'on l'explique dans un langage qu'elle peut facilement comprendre. Peu importe son âge, en fait. Voilà, c'est ça. C'est bien gérer son argent, savoir le gérer, savoir orienter. Parce que l'argent, il faut savoir que c'est une énergie. On ne l'a pas appris à l'école. Hein. Mais l'argent, c'est plus une énergie que le papier qu'on touche. Donc, si on ne sait pas, dès qu'on touche cet argent, on ne sait pas déjà l'affecter aux bonnes poches, il va partir très vite. Parce qu'il a besoin aussi de rester là où on prend soin de lui, cet argent. D'accord. Mais il y a des gens qui estiment qu'ils gèrent bien leur argent et qu'ils n'ont pas besoin qu'une personne lambda qui n'a pas cherché cet argent avec eux, viennent leur dire comment est-ce qu'ils doivent le gérer. Est-ce que c'est logique ou alors est-ce que c'est normal? Bon, ça veut dire qu'ils peuvent encore gérer, parce que si quelqu'un dit « moi, j'ai pas besoin que quelqu'un m'aide à gérer », bon, tant mieux pour la personne. Hein. Mais moi, j'ai eu des clients qui appellent au secours en disant « venez m'aider de cet argent, je ne sais plus quoi en faire ». Donc, si on peut gérer, même si c'est pas sa formation, on va se dire je forme bien, je gère bien. Mais quand on n'est pas formé pour gérer, on ne sait pas si c'est bien géré. C'est pour ça d'ailleurs que je propose un diagnostic patrimonial. Un audit, c'est ça? Voilà, rapidement, c'est un audit. Et on répond vite fait à quelques questions. On peut déjà recevoir par mail son profil d'investisseur. Mais le but, in fine, c'est de commencer à se poser des questions. Ça commence un peu à titiller, à se dire, est-ce que je gère bien? Donc, on peut se dire, je gère bien, mais en effet, dans les faits, oui. Voilà. Les chiffres ne mentent pas. Exactement. Voilà. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine pour nous aiguiller un tout petit peu. Oui. Voilà. OK. Et donc, vous lancez sur les réseaux, justement, c'était la meilleure approche pour commencer à évangéliser, à dire aux gens, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à tel point que vous vous êtes dit, je n'aurais jamais dû abandonner le confort dans lequel j'étais? Moi, je préfère appeler ça confort. Parce que j'estime que, voilà, être cadre dans une banque comme celle-là, c'est pas donné. J'ai pas envie de demander le montant du salaire parce que je sais que ça peut être bizarre, mais je sais quand même, je préfère appeler ça confort. Oui, un très grand confort, parce que même pour aller au boulot, c'est quel bonheur. La cantine, c'est magnifique. Mais moi, parfois, je regarde en arrière, je me dis, pince-toi, qu'est-ce que tu fais? Mais voilà, la mission de la diaspora est beaucoup plus grande que le confort où on est, parce que quelque part, on vient des horizons où on a laissé beaucoup de gens. Oui. Et ces gens comptent aussi sur nous, nos pays comptent sur nous. Parce que qui va développer l'Afrique si ce n'est pas nous-mêmes? C'est nous-mêmes. Ouais. Donc prenons ce qu'on a appris pour essayer de réfléchir d'abord. Moi, je prône pour un think tank africain, la diaspora surtout. Parce que moi, je pense que la diaspora a une grande mission qu'elle... Très grande. Je le pense aussi. Qu'elle ignore. Et c'est dommage qu'on ne soit pas structuré. Parce que c'est juste la structuration qui nous manque. Si on est structuré, on sera une très grande puissance. Mais ça arrange tout le monde qu'on soit disloqué. On est tous très bons individuellement. Parce que les membres de la diaspora sont très forts. Ils sont très bien situés. Chacun dans son élément, on éclate. On éclate. Mais travailler ensemble, c'est très... Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bute en fait entre nous? Mais c'est là le nœud du problème. Dès qu'on aura trouvé la solution de comment travailler ensemble, je pense qu'on va aller très loin. Mais pour revenir au sujet, comment je fais pour quitter le confort, c'était ça? Oui, c'est ça. C'est la mission. La mission, mon parcours, j'observais toujours. J'ai toujours regardé l'approche que nous avions avec l'argent, même quand je parlais à des clients qui sont beaucoup plus de la diaspora, même si c'est eux qui me causaient un peu plus de problèmes. Parce que, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, du coup, est-ce que j'ai buté à cette mission-là, puisque c'est ça, je parle dans les réseaux, qu'est-ce qui était le plus compliqué pour moi?
Le plus compliqué, effectivement, c'était de commencer. Mais franchement, je bénéficie d'une bienveillance énorme. J'ai pas de critique. Pas de critique. J'ai regardé un peu, j'ai vu les commentaires, je pense que c'est plutôt correct. Franchement, je bénéficie. Et ça, c'est depuis franchement, j'ai jamais vécu de racisme. Ouais. J'ai jamais... je sais pas, peut-être que je dégage quelque chose qui fait que les gens, naturellement, ont envie de m'accorder de leur confiance. Donc, j'ai pas beaucoup de critiques. Un monsieur était venu un peu critiquer quand j'ai dit que l'immobilier ne rapportait pas. J'ai compris son problème, c'est que sûrement c'est un investisseur immobilier. Bon, encore il est sur les émotions, et voilà. Voilà, il m'a dit que voilà. Mais bon, et après j'ai fait une vidéo après pour lui démontrer que l'immobilier c'est pas l'investissement le plus rentable. Ok, la question va arriver. Ah, voilà, c'est bon. Je vais pas squeezer. Ouais. Donc voilà, donc non, je bénéficie vraiment d'une bienveillance. Et puis moi je suis pas, c'est pas ma nature d'être dans l'ostentatoire. Voilà, je vais dans tel endroit. Non. Voilà, il faut toujours que le message que je passe reste professionnel. Parce que je suis sur les réseaux pour du pro. Je suis pas sur les réseaux pour autre chose, sinon je ne serais jamais allée. Et j'avoue que j'ai eu du mal à trouver des éléments. Ça se dit parce que moi, quand je prépare un entretien, je fais beaucoup de recherches. Ouais, et déjà que sur vos réseaux, c'est Diaspora Elite Finance. C'est ça. Voilà, donc j'ai eu du temps quand même à mettre pour trouver déjà le nom complet. Et justement, quand j'ai cherché, il n'y avait pas de trucs personnels parce que c'est généralement dans les éléments personnels qu'on trouve des petites, des petits failles pour tirer, quoi. C'est ça. Ouais. Je suis très, très, très verrouillée là-dessus. Bon, je suis jeune sur les réseaux, mais je veille à ce que ma vie privée ne soit pas divulguée ou que moi-même je ne laisse pas filtrer des choses. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont proches de moi, qui peut-être quand je peux mettre un petit statut WhatsApp pourront peut-être voir quelque chose, mais non, les réseaux, je prends des réseaux comme un outil professionnel. C'est pas un outil de proximité où je vais étaler toute ma vie. Non. D'accord. Alors, récemment, j'avais vu une stat comme quoi les diasporas africaines, les diasporas africaines réunies, ont envoyé en Afrique plus de 100 milliards de dollars à leur pays d'origine respectif. Dans un premier temps, la première question, ça va être, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous dit? Et deuxièmement, pourquoi une aussi forte somme qui descend chaque fois? Parce que même quand tu es étudiant, en fait, du moment où tu arrives en tant qu'étudiant, jeune actif, cadre, peu importe le stade auquel tu es, étant enfant de la diaspora, tu envoies de l'argent en Afrique. Bien sûr. Récemment, j'ai échangé avec mon ami, il m'a dit son historique Senwave est à 23 000 euros. Il est arrivé ici en 2023. Donc, qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Et là, c'est les chiffres officiels. Oui. Il y a les chiffres officiels aussi. Oui. Entre la tontine et tout. Voilà. Donc, pour moi, c'est même beaucoup plus. Oui, certainement. Mais qu'est-ce que ça m'envoie comme premier avis, c'est que c'est dommage qu'on envoie autant d'argent. On n'arrive même pas à capter 1% ou 2% de cet argent pour créer des projets structurants. On envoie cet argent pour de la consommation. Ah oui, pour des maladies, pour des événements. Bon, pour les maladies, encore, ça se comprend. Ça se comprend. Oui. C'est pour ça que je dis, captons juste 1%, 2%, 3%. Pourquoi ne même pas aller à 5%? Mais certains le font, mais ce font... Bon, vous allez revenir sur le fait que voilà, vous avez essayé de trouver un mécanisme pour que les arnaques soient réduites. Mais certains le font effectivement pour le développement et créer des entreprises. Mais c'est ton propre frère qui t'arnaque, c'est ta propre mère ou alors ton propre père qui te fait ce coup-là. Bah oui, parce que les choses me sont mal faites à la base. Quand on veut... par exemple, j'ai des clients. Oui. Ils veulent acheter un terrain très cher. Et ils envoient leur maman acheter le terrain. La maman, on l'a fait asseoir quelque part, on lui a fait une poudre de perlimpinpin, on a encaissé les fonds. Et il sait rien de comment ça marche, hein, tout ce qui est Elle ne administratif. sait rien. Ah ouais. Pour moi, aujourd'hui, la diaspora est responsable à 80% des malheurs qui lui arrivent. La diaspora doit assumer ses responsabilités. C'est toujours très facile de dire c'est la faute des autres. Je sais que je vais choquer beaucoup de gens. Oui. Malheureusement, il faut qu'on entende ces vérités-là parce que
Moi, quand je descends au pays, parce que c'est ça aussi, et c'est ça que j'apprenais aussi dans cette formation pour dire aux gens, ne restez pas là pour dire je vais faire ma société ici, mon frère va gérer. Ouais. Pour créer ta société, il faut être sûr que tu peux soit multiplier les déplacements, soit repartir au pays, justement. T'installer. Oui. Et là, prendre le taureau par les cornes. Parce que ce que nous, on oublie, on prend l'avion, on se bat, on arrive ici. Oui. Et après, on arrive ici, on se structure, on se bat encore pour en partir. Et quand on repart, on ne fait même pas bien les choses de telle sorte qu'on s'en sorte sur place. Tu ne peux pas vouloir vouloir injecter autant d'argent et envoyer parfois quelqu'un qui n'a même jamais touché le 1/4 ou même le 1/10 de ce que tu lui donnes. 1% parfois. Ouais. Tu envoies ton cousin, tu lui dis va donner 20 millions à quelqu'un. Lui-même, il n'a jamais touché 5 millions. Mais le gars, le réflexe, le premier, c'est avec ça, je serai riche. Ouais. Il a envie de partir parce que pour lui, c'est le jackpot. Et c'est normal. On ne peut pas tenter quelqu'un comme ça. Même nous, quand nous travaillons, quand je travaille à la banque, par exemple, pourquoi on me donne des grosses primes? Parce qu'on ne veut pas que je sois tenté. Donc, il faut déjà que j'ai un certain style de vie. C'est pour ça qu'ils font des recherches et qu'ils te mettent bien pour que tu ne sois pas là à vouloir détourner un peu l'argent des clients. Oui. Donc, que tu ne manques de rien, en fait. Voilà. Et donc, tu ne peux pas aller faire du business. Et même, c'est même pas du business. Parfois, tu envoies juste au cousin. Lui, il se retrouve coursier, aller décharger des millions que lui-même, il n'a jamais touché. Donc, forcément, le réflexe, c'est ça. Et par ailleurs, la diaspora, quand nous partons, nous avons des airs. Ah oui. Nous avons des airs supérieurs. On ne veut pas attendre. C'est eux-mêmes, parfois, qui ont envie de monnayer, de se doyer pour aller plus vite. Sauf que le système ne fonctionne pas comme ça. Il faut que, autant, quand on vient ici, on apprend à fonctionner dans un système. Quand on a déjà fait 10 ans qu'on n'est pas reparti, quand on repart, il faut qu'on apprenne. Mais nous, on part avec des idées de donneurs de leçons. Ouais. Voilà. Et celui qui connaît le plus. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on se crée aussi tous les problèmes là-bas. Donc, la diaspora, pourquoi elle se fait arnaquer sur le terrain? Parce qu'à un moment donné, il faudrait aussi qu'ils travaillent avec des professionnels. Quand tu n'es plus dans un milieu, vaut mieux travailler avec quelqu'un, tu sais que si ça ne va pas, tu peux le mettre en prison. D'accord. Voilà. Et donc, les 100 milliards, c'est quand on envoie plus de 100 milliards comme ça en 2024 et on n'a même pas de pouvoir. Il y a des pays qui commencent à s'organiser, le Sénégal. Oui. Mais si je reprends le cas du Cameroun, oui. Zéro pouvoir. Zéro pouvoir, c'est-à-dire concrètement, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que pourquoi nous ne sommes pas sur la table des décisions? Ok. Et pourtant, j'ai appelé ma chaîne Diaspora Elite Finance. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit un petit commentaire, j'adore ta chaîne, mais le fait que tu mettes Elite là, ça me gêne trop. Les membres de la diaspora sont tous des... Voilà, ces personnes-là sont des élites en fait. Elles envoient des gens à l'école, elles nourrissent des familles. Oui. Pour moi, tous les membres de la diaspora sont des élites en Afrique. Et parfois, ces membres de la diaspora réalisent plus que les élites même qui sont sur place. C'est clair. Parce que voilà, le cas de votre ami, 23 000 € quand même. Ah oui, étudiant. Donc, parce que le cousin doit aller à l'école, le neveu, la sœur doit... On aide tellement de gens et on structure tellement de projets là-bas que pour moi, je considère que la diaspora, c'est des élites. Il faut leur donner le conseil qui va avec leur statut. D'accord. Et donc, je pense que partant de cette idéologie-là, en vous écoutant, vous déconseillez fortement aux gens de faire le business avec la famille, surtout s'ils sont en diaspora. Si la famille n'est pas formée, ok. On peut faire le business avec la famille, mais que la famille comprenne de quoi on parle. Oui. Si j'ai pris la peine de payer des études à mon petit frère et qu'il a tel poste, je peux naturellement faire du business avec lui. Mais il faut aussi qu'il comprenne de quoi il en retourne. Ouais. Donc, on ne peut pas aller prendre un cousin du village pour aller lui dire, voilà, non, c'est quasiment certain que ça va pas le faire, quoi. Ok, d'accord. Alors, j'entends souvent des gens dire la banque, c'est des arnaques. Comme je pense que vous avez énoncé ça tout à l'heure. Oui. La banque, c'est des arnaques. Là-bas, ton argent n'est pas assez fructifié. Il y a l'inflation et tout et tout. Est-ce que c'est un discours qui vous parle? Alors, je peux comprendre. Moi aussi, j'étais dans cette posture, comme je le disais tantôt, parce qu'il y a des frais. Les frais ne sont pas expliqués. Oui.
nous, on n'a pas la culture bancaire. C'est quand je rentre dans le milieu que je me rends compte que tout est négociable, en fait. Ok. La banque, c'est un établissement commercial. La banque a besoin de toi, comme tu as besoin de la banque. D'accord. Vous faites du commerce. Donc, moi, quand j'étais étudiante, voilà, vous avez 80 € de commission d'intervention, on me disait. Je ne comprenais pas ce que c'était. Je dis, ok, je paye. Après, je rentre chez moi, j'ai dit, c'est des voleurs. Je n'ai rien compris, mais c'est des voleurs. Et aussi, bon, c'est vrai que la banque a sa part de responsabilité, on n'explique pas. Mais même, si moi, je pense qu'à cette époque, quand on m'expliquait même, ça aurait été très compliqué. Donc, tout est négociable en banque. Les frais bancaires, même les frais de dossier, tout se négocie. Et c'est quand je rentre dans le milieu que je me rends compte que les gens qui ont l'argent négocient tout et ils ne veulent rien payer. Oh oui, ça c'est... Et ils ne payent rien. Donc, dans ces formations-là, même dans mon accompagnement, je dis toujours aux gens, entretenez une bonne relation avec votre banque. La banque doit pouvoir vous connaître sur un historique assez long. Et quand la banque commence à vous connaître, vous pouvez rentrer naturellement dans la négociation. Moi, quand je recevais un client qui me dit, oui, vos frais, voilà, je lui disais, écoutez, effectivement, je suis un établissement commercial, vous êtes un client, je comprends que si je vous demande 100%, c'est beaucoup. Oui. Mais vous comprenez que si vous me demandez 0%, on va pas le faire. Pas du tout. On va faire chacun un pas et on s'arrange sur une quotité qui nous intéresse tous. Et donc, généralement, on tombe sur du 50%. Donc, généralement, avec ça, je négocie toujours des frais à 50% avec les clients. Mais la frange de la population qui ne négocie jamais, c'est la diaspora. Est-ce que c'est parce qu'on ne comprend pas des fois? On ne comprend pas. On n'ose même pas. Ah ouais. Et puis, parfois, même quand on ose, on nous dit non. Mais on s'arrête au non. On n'essaye pas de pousser un peu plus. Voilà, il y a la concurrence. Moi, mon client, je lui dis non, il me dit d'accord. Non, ben, je vais voir en face. Nous, avec la banque, on a une relation de « oh là là, j'ai peur ». Non. En fait, c'est pour ça qu'il y a de la concurrence. La concurrence, elle est saine. C'est fait pour toujours négocier, toujours... vraiment, il faut avoir une relation une relation commerciale avec la banque. On ne va pas s'attacher à une banque. « Oh, c'est ma banque, tu ne veux pas partir ». Non. La banque, elle est là pour te délivrer un service. Toi, tu payes. Et si en face, on peut te délivrer le même service et tu payes moins, c'est toujours des euros engrangés et va ailleurs. Mais est-ce que la banque étant des bandits, entre guillemets, comme les gens pensent, n'ont pas trouvé des moyens sur le plan marketing autoritaire pour faire ce que les gens n'aient justement pas le courage, en fait, parce qu'en fait, quand tu vas avoir, par exemple, on va te dire, il faut payer 80 €, il faut payer 100 € de commission pour nanana. Oui, c'est une conseillère qui est en face de toi. Mais ce que tu retiens, c'est la banque, c'est Société Générale, c'est BNP, c'est la banque en question. Donc, en fait, si tu te dis, si je dois commencer à négocier et que la négociation se passe mal, c'est pas la conseillère face à moi. Tu te dis, c'est la banque face à moi. Et tu te dis, c'est une très grosse institution où il y a derrière quelqu'un de très grand. Donc, je me dis que c'est peut-être le système d'influence que les banques ont voulu mettre en place pour dominer psychologiquement les clients. Je ne sais pas si... De toute façon, BNP est grand, Société Générale est grand. Et les autres aussi. Voilà, Banque Populaire. Donc, en fait, on a le choix. Mais je pense que nous-mêmes, nous nourrissons en fait des peurs. En se disant... Voilà, en fait, on a des peurs inconscientes quelque part. Si on m'a accepté ici, il faut que j'y reste et que je fasse patte blanche. Non. La banque, certes, elle a ses moyens marketing, comme j'ai dit, c'est un établissement commercial. Oui, qui doit rentabiliser. Exactement, elle doit faire son chiffre d'affaires, elle doit payer. Moi, quand j'ai des clients qui disent, oui, je paye des frais, je ne veux plus, ils ne sont pas contents, je leur dis, mais monsieur, vous venez là, vous voyez, il y a des locaux, on vous reçoit, il y a une conseillère, il y a des ordinateurs, l'électricité, ça tourne, il faut voilà, ça doit être payé, c'est pas de la philanthropie, la philanthropie ici, si on soit choqué. Et donc, pour revenir à ce qu'on se disait, il faut pouvoir maintenir cette relation commerciale-là et ne pas se dire, comme on m'a accepté, je reste bien sage. La banque met son marketing, mais en face, il y a l'État qui jugule un peu tout ça. À un moment donné, si on voulait enlever tel produit, on ne pouvait pas, c'était compliqué. Non, la loi aussi là, de temps en temps, pour dire non, maintenant, vous laissez le client, s'il a envie de partir,
il part sans des frais, sans des pénalités. Avant, c'était beaucoup plus compliqué, mais aujourd'hui, les choses se libéralisent tellement qu'on a même les banques en ligne où on paye vraiment moins de frais. Oui. Mais effectivement, la banque en ligne a ses limites, mais voilà, on a tellement d'options aujourd'hui pour ne pas se faire aliéner par un seul établissement qui nous pompe beaucoup de frais. D'accord. Alors, pourquoi vous pensez que l'immobilier n'est pas rentable? L'immobilier, il y a trop de frais. Il y a trop de frais. On nous a vendu la stabilité, c'est vrai. Oui. On a son bien, le bien ne bouge pas. Ça, c'est sûr. Mais, en fait, là où on se fait avoir, par exemple, si je prends le cas de l'investissement financier avec les actions, quand on perd, tout le monde le sait, parce que là, on l'a vu. Mais l'immobilier, c'est tellement doux, c'est tellement long, c'est tellement fin, que quand on vend, on ne refait pas les calculs dans le sens inverse en se disant qu'est-ce que j'ai réellement dépensé entre les travaux, entre la vacation locative, entre les frais de notaire au départ, les frais de notaire à la sortie. On va juste annoncer aux gens j'ai fait une plus-value, j'avais acheté à temps, j'ai vendu à temps. Terminé. Et les gens se disent non, il faut vraiment faire le ratio. Et dans mes vidéos, j'ai déjà démontré à plusieurs reprises que l'immobilier n'est pas plus rentable. Certes, c'est important. Oui. Parce que dans la structuration patrimoniale, il faut aller étape par étape. Parce que l'immobilier, c'est stable, effectivement. Il faut l'avoir dans son portefeuille. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, ce n'est pas là où on va aller faire des gains énormissimes. C'est dès qu'on a stabilisé une certaine partie de son patrimoine avec l'immobilier, là, on peut repartir aussi, aller chercher du dynamisme dans les marchés actions. Mais ça, c'est important. Il y a de nombreux coachs qui, j'ai pas envie de dire qu'ils naissent de part et d'autre, qui vendent justement l'immobilier comme étant le business à lancer. Absolument, si on veut devenir multimillionnaire. Je crois qu'ils ont une formation à payer, non? Certainement. Ou alors un accompagnement, oui. Voilà. Donc, s'il y a déjà une formation, c'est le plus intéressant, c'est de vendre sa formation. Après, non. Vraiment, si on prend les chiffres, on les pose, il n'y a pas match. Calculatrice en main. Exactement. Mais par contre, en effet, l'autre volet est plus, je veux dire, le risque, il est présent. Oui. Même si dans l'immobilier, il y a du risque aussi. Dans aucun investissement, il y a zéro risque. Il y a toujours du risque. Comme je disais, mais là-bas, effectivement, comme on gagne, on peut gagner beaucoup, on peut perdre aussi. Donc, effectivement, ça peut être visible. Le soir, on a 23 000 si on a placé et le lendemain, on a 18 000. On le voit, on n'est pas content. Mais c'est là où les gens doivent aussi savoir déléguer la gestion quand on n'a pas, au Cameroun, on dit le cardio. Ouais. Quand on n'a pas le cardio pour suivre, il faut pouvoir déléguer à des spécialistes qui sont là pour ça, qui vont aller prendre beaucoup de choses dans les marchés pour dynamiser le portefeuille et le diversifier surtout pour diluer le risque. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, il y a un minimum, quand on est fils ou fille de la diaspora, est-ce qu'il y a un minimum pour investir en Afrique? Un minimum? Oui, peu importe le domaine. C'est-à-dire, je ressens l'envie de faire quelque chose pour mon pays. J'ai envie d'investir. Je n'ai pas envie de commettre les erreurs des autres, donc faire avec la famille qui n'est pas expérimentée là-dessus. Je veux me faire accompagner. C'est quoi le minimum à avoir? Il faut commencer petit. Et ça dépend du domaine dans lequel on va aller investir. Okay. Il faut faire son étude de marché. Oui. Il faut faire son business plan oui. Et son business modèle. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Oui, oui. Voilà. Le business plan, on va sur le terrain, on essaye d'avoir tous les chiffres, les concurrents, comment fonctionne le secteur. Là, on documente vraiment. La donnée, oui. Voilà, la donnée. Et le business model, c'est comment je veux concevoir ma structure, comment ça va fonctionner en interne, c'est quelle valeur que je veux véhiculer, les valeurs. Oui. Donc, dès qu'on a tout ça, là, on peut éventuellement commencer avec un petit montant pour tester le marché. OK. Pour tester le marché. Mais on ne commence pas tout de suite, surtout si on a ces petites économies, de dire je prends tout pour aller investir. J'ai entendu dire dans les réseaux qu'il y a des millions en Afrique, je plie tous mes bagages et j'y vais. Non, il faut vraiment aller étape par étape, mais surtout aussi, bon, pour un jeune, ça se comprend, il peut revenir, recommence, ouais. Mais pour certains qui ont de la famille, c'est important de d'abord protéger sa famille, structurer ce qu'on a ici et de se dire, ok, je me lance, je laisse ma famille ou je pars avec, mais
bien assurer ses arrières. Et je le dis sur les réseaux. Parce que ce qu'on ne vous dira pas toujours dans les réseaux, c'est que des gens qui disent rentrons ou rentrez, eux-mêmes, ils ont leur boîte ici, en Occident. Parce qu'ils assurent leurs arrières. Oui. Si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ils reviennent. Ou même quand c'est trop dur là-bas, ils viennent se renflouer ici, ils repartent. Ok. Donc, il faut vraiment... c'est pas toujours dit, mais il faut que on réfléchisse un peu mieux et qu'on se dise, voilà, je ne peux pas rentrer comme ça. Même pour rentrer, on a beaucoup de verrous. Oui. L'Afrique a beaucoup de verrous. Hein. Énormément. On a commencé par le plus gros challenge qui était la monnaie. Donc, il y a plein de verrous comme ça. Et quand on repart, en tant que membre de la diaspora, les gens ont beaucoup d'espoir. Ouais. Je pense qu'on ne vivra même pas de son business parce que tout le monde est là, tout le monde attend. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir les reins solides et bien se préparer pour dire je lâche tout et je pars. Ouais. Ça me fait penser à... c'est pourquoi je rigole. Et puis, ça me fait penser à un ami qui est créateur de contenu aussi, il parle un peu de bourse. Étant étudiant, je crois, il y a 1 ou 2 ans, il a essayé de lancer un business. Donc, il s'est dit 15 000 €, il va lancer la vente des chaussures. Du coup, il a acheté des chaussures, je pense, en Turquie, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense qu'il les faisait vendre avec par son frère au Cameroun. Bon, sauf qu'il n'avait déjà même pas... Pour lui, c'était grave parce qu'il n'avait même pas un contrôle sur la qualité des chaussures. Donc, il ne voyait même pas, il n'avait jamais testé le produit. Et donc, oui, il est arrivé, il vendait. L'argent partait petit à petit. Il est sorti du business avec 3 000 € qu'il a essayé de récupérer. Et finalement, quand son petit frère arrive en France, pour continuer l'étude aussi, qu'il est venu avec quelques paires. Il a porté la chaussure lui-même une fois, quelques fois en fait. Et les chaussures ont commencé ça se gâtait très vite. Donc, lui-même, il s'est rendu compte que, donc depuis là, je vendais des conneries aux gens. Voilà, et il s'est dit, bon, en principe, si j'ai pu récupérer 3 000 €, c'est que Dieu était beaucoup avec moi. Ah oui. Parce il faut vraiment être sur place. Oui. Pour soi-même vérifier la qualité. Oui. Soi-même améliorer les process. Oui. Soi-même... parce que quand on est là, les gens travaillent aussi. C'est ça. Quand on n'est pas là, oh là là, je connais des frères. Oh, voilà. Et en plus de ça, s'ils ont vraiment un salaire régulier. Donc, il y a beaucoup de mécanismes à mettre en place. Donc, il faut être là. On ne peut pas faire un business à distance. À distance, oui. Ça, il faut oublier. Moi, je suis péremptoire là-dessus. Impossible. Impossible. Il faut aller au minimum combien de fois au pays, comme on dit souvent, si on investit. Ça dépend des secteurs d'activité. Des secteurs, ok. Si on est dans le service, on peut descendre de temps en temps, on met la bonne personne au bon endroit, on fait payer à distance. Voilà. Quand on peut gérer le paiement de manière traçable, c'est bien, on peut descendre de temps en temps. Mais quand on est sur d'autres secteurs comme l'agriculture, j'en sais rien, il faut descendre. Ou le commerce d'ailleurs. Il faut descendre. On ne peut pas être à distance, sinon... c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord. Alors, parlons un peu de la gestion du patrimoine en couple. Je pense que c'est l'un de vos derniers posts, si je ne dis pas de bêtises, sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous recommandez à 2 jeunes qui se cherchent et voilà, qui sont sur le point de se marier? Comment est-ce qu'ils doivent se protéger? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup d'intérêt. Il y a des gens qui se marient juste parce qu'on calcule l'argent soit de la femme, soit de l'homme, et puis le mari ne dure pas. Et voilà quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se protéger? Parce que, voilà, pour protéger le patrimoine qu'ils ont déjà ou qu'ils vont avoir. Bon, après, c'est vrai, le volet du mariage qui ne dure pas, on n'y peut rien. Même si moi, je suis très critique envers ce volet-là, parce que je pense que le mariage, on peut mieux faire. On peut mieux faire, d'accord. Pas forcément le mariage en lui-même, hein. Je veux dire l'institution, les instances gouvernementales peuvent mieux orienter les gens, parce qu'on est perdu. Hein. Tout le monde se marie, les gens n'ont même plus conscience de ce qu'ils font, de l'engagement qu'ils prennent. Quand tu pars dire pour le meilleur et pour le pire, mais dès qu'il y a le pire, on part en courant. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de réformes à faire. Mais bon, ça, c'est un autre volet. Maintenant, pour un jeune couple qui se lance et qui veut savoir comment gérer leurs revenus, je sais que mon post sur LinkedIn, ça fait 2 semaines que j'ai commencé. Ah ouais? Non, je ne publiais pas avant. Maintenant, je viens juste de commencer. Effectivement, dans l'exemple de LinkedIn, je prends des jeunes qui veulent se marier, mais qui mettent déjà un gros budget pour, je crois que c'était 20 000 €. Voilà, pour le mariage. Donc,
il faut vraiment qu'on remette les choses à leur dimension, en fait. Est-ce qu'on a besoin d'un très grand mariage pour commencer? Donc ça, c'est des questions que je vais aller poser au couple. Parce que dans un couple, il y a des valeurs différentes. La femme peut-être veut se faire plaisir, ou le mari d'ailleurs. Vous avez bien fait de commencer par la femme, parce que c'est généralement les femmes qui ont besoin du plus beau mariage. Et c'est ça. Et surtout leur robe. Hein. Elle est magnifique, mais elle coûte trop cher. Donc en fait, moi, je vais poser les bonnes questions. Parce que parfois, ça arrange l'un ou l'autre. Que ça soit moi qui les pose ces questions, plutôt que le mari qui dise, pourquoi tu veux mettre tant? Tu veux pas que ça soit le plus beau jour de ma vie. Donc quand je vais poser les questions, effectivement, c'est ça que j'appelle un audit, un diagnostic patrimonial. Ça remet les choses dans le contexte. Donc, un jeune couple, il faut d'abord qu'ils dispatchent leur argent. J'appelle ça la règle du 15, 65, 20. D'accord. Voilà. Ils doivent, dans leurs revenus, on a le loyer, on a vraiment les dépenses essentielles. On n'y peut rien. Donc ça, il faut qu'on s'arrange. C'est nous-mêmes qui faisons... Voilà, c'est nous qui faisons le budget. Il ne faut pas qu'on aille chercher un loyer qui dépasse. On doit prendre nos salaires et on fait en sorte que toutes nos dépenses obligatoires, j'entends par le loyer, tout ça, ça doit rentrer dans les 65%. Se nourrir et autres. Ça, c'est notre budget. Maximum. C'est le max. OK. Et puis, on a le volet 15%. Le volet 15% et le volet 20%. Là, pour le coup, je laisse un peu le couple libre. Parce que pour moi, les 15%, ça peut être de l'épargne, ou le 20% d'ailleurs. OK. Et les 15% ou l'autre, ça dépend de comment ils mettent le curseur. C'est pour les loisirs. Moi, je ne conçois pas la vie dans la restriction totale. Non, il faut qu'on arrête ça, non, on ne peut pas être des pingres à chaque fois, tout le temps. On a besoin d'aller au restaurant en tant que couple, on a besoin de voyager, on a besoin de sortir les enfants. De mieux structurer sa vie pour aller travailler encore. Exactement. Donc, on a besoin du bon temps. Donc, pour ça, 15% ou 20%, ça dépend du couple. Mais on doit avoir ces poches-là, ces 3 poches. La règle du 15, 65, 20. D'accord. Voilà. Dès qu'on a nos salaires qui arrivent, c'est dispatché. Tout à l'heure, quand je parlais de la gestion d'argent, c'est dispatché. Est-ce que, du coup, c'est obligatoire? Parce que pour bien faire l'équation de 65, 15, 20, là, il faudrait que je sache combien ma femme gagne et que je sache combien mon mari gagne. Est-ce que c'est une obligation de savoir? Oui. Mais certains peuvent faire cacher. On est en Occident ici. Hein. En Occident, on doit absolument, quand on couple, le couple doit tout partager. Si je ne connais pas les revenus de mon conjoint ou de ma conjointe, il y a un problème. Même si effectivement on va aider la famille, mais tout ça aussi on doit le budgétiser. On évolue ensemble. S'il commence à avoir des petites cachotteries, moi je suis pas... Déjà, c'est pour ça que moi je suis une personne très indépendante. Et donc, je gagne mon argent, je ne vois pas pourquoi je vais le cacher. Si je cache, ça veut dire que je ne suis pas déjà honnête dans le couple. Non, il y a... Voilà. Moi, je suis féministe, entre guillemets, mais je protège quand même beaucoup les hommes. Hein, parce que je me suis rendu compte qu'on a mis trop de pression sur les hommes. Oui, ça c'est vrai. Il y a trop de pression. Énormément. Depuis la naissance même. Voilà. J'ai un homme en face qui me dit oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a trop de pression sur vous. Depuis la naissance, on dit, quand tu pleures, tu as une douleur, tu as un cœur, on te dit non, les hommes ne pleurent pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je les observe, je dis, qu'est-ce qu'ils sont courageux? Parce que vraiment, il y a trop de pression sur les hommes. La femme, oui, effectivement, on est... mais, donc, à partir de là, non, c'est pas normal qu'on se batte tous, mais que moi, je connaisse pas ton salaire, mais toi, tu connais le mien, et qu'on vive que sur mon salaire. Mais non. On partage. En plus, les dames veulent l'égalité aujourd'hui. Et à votre niveau, vous êtes d'accord avec du fait de 50% sur toutes les charges de la maison? Oui. Ah non, moi, je n'ai pas envie de me faire prendre en charge. D'accord. Et au niveau des charges, j'ai envie de dire les charges domestiques de la maison, c'est aussi 50-50? C'est pour ça que je dis, les poches sont réparties. Tout est fait. Si on est en couple et qu'on se marie, on doit avoir un conjoint. Voilà. À la limite, j'ai aussi vu des couples dans la gestion de patrimoine, justement, chacun garde quand même son compte perso.
J'ai une petite anecdote là-dessus. Où, il crée un compte joint, il l'ouvre avec moi, chacun son compte perso. Devant moi, ils mettent des visibilités sur chacun sur le compte perso de l'autre. Et puis derrière, monsieur m'appelle et me dit coupez l'accès à mon compte personnel à madame. Et moi, je coupe, c'est celui qui demande. Et quelques temps après, sa femme m'appelle. Mais pourquoi je n'ai plus la visibilité des comptes de mon mari? Madame, je voyais avec monsieur, je ne sais pas, parce que moi, j'ai un droit de réserve et je ne dois pas me mêler de confidentialité. Donc, même à sa femme, je ne peux pas dire c'est monsieur. J'ai dit, je vous invite juste à voir avec monsieur. Et, à les comprendre si elle veut. Donc, donc, pour dire que voilà, il y a quand même certains qui gardent leur compte perso, histoire de l'argent arrive. Il y en a qui ne sont pas forcément dans la transparence 100%. Ouais. On peut juste décider, voilà, toutes nos charges à deux, je sais pas, moi, sont à 2 000 €, tu verses 1 000, je verse 1 000. Donc, si je gagne 4 000, je verse mes 1 000, l'autre gagne ses 3 000, il verse 1 000, après, il fait ce qu'il veut avec son reliquat. Oui. Donc, à partir de là, voilà. Mais moi, je me dis, si on est parti sur des bonnes bases, parce qu'il faut partir sur des bonnes bases. Très important. Si on part sur des bonnes bases, on doit avoir un compte joint, l'argent arrive dessus, on dispatche. Voilà, on n'a pas de... Et les charges de la maison sont prélevées sur le compte joint. Ok. Alors, si vous avez... J'ai tellement de questions. J'ai tellement de questions. Si vous devez recommander aujourd'hui, avec votre expérience, 3 business à la diaspora, ce serait lesquels? Au pays? Oui, à investir justement en Afrique. D'accord. 3 business. Ou peut-être même jusqu'à 5, s'il y en a énormément. Alors, moi, je ne suis vraiment pas partisane de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Ah, d'accord, ok. Je pense que la personne doit faire un travail intérieur pour trouver aussi sa vocation. Ok. Parce que chacun a une vocation. On n'est pas... Franchement, se lever et dire, lancer tel business, ça, voilà. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Oui, la démarche est autre, savez-vous. Parce qu'on va me vendre une rentabilité, mais je n'aime peut-être pas ce que je fais. Parce qu'on m'a dit, va faire l'élevage, ça rapporte tant. Et moi, j'y vais parce que ça rapporte. Ce qui fait que je ne vais pas y mettre le cœur comme celui qui est passionné par ce métier-là. Oui. Donc, moi, je pense que la diaspora doit d'abord commencer par chercher leur propre vocation, se lancer, ce qui fait que même quand c'est dur, même quand on a des cernes comme là, je suis là, je prépare des articles, je dois faire 2 publications LinkedIn, je dois faire des vidéos, je dois appeler des clients, j'ai des cernes, mais c'est avec le sourire que je continue à le faire parce que j'aime ce que je fais. Donc, il faut vraiment qu'on fasse ce qu'on aime. On ne peut pas juste dire, j'ai checké le terrain, lancer ci, lancer ça, lancer ça. Oui. Non, moi, je n'ai pas envie de me lancer dedans. Donc, franchement, chaque personne doit faire un travail intérieur pour trouver sa vocation et aller maintenant. L'autre démarche, c'est aller sur le terrain. Moi, j'ai dit, la vraie formation, c'est sur le terrain. Aller sur le terrain, faire l'étude de marché, chercher un formateur peut-être sur le terrain. On ne peut pas être ici et dire je vais faire une formation à distance pour aller implémenter quelque chose. Non, ça n'a pas de sens. Pas du tout. Raisonnons un peu, nous, diaspora, raisonnons. On a l'amour du bled, on a tous envie de rentrer, de gagner de l'argent, mais parfois, soyons cohérents. Dans la démarche, oui. Il manque beaucoup de cohérence dans ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi. Oui, les arnaqués n'attendent que ça. Dès qu'ils voient la faille, et puis ils tirent. Mais moi, je me suis déjà fait arnaquer, mais c'est comme ça. Dans les investissements, mais moi, je faisais que en fait, je voulais aider des jeunes que je voyais sur les réseaux qui parlent bien. Je dis, OK, j'investis, c'est bien. Parce que je veux le pousser. Investir sur quel modèle, en fait? Je veux un peu comprendre. Investir comment? Alors, c'est vrai que bon, ces jeunes-là, je vais les protéger parce qu'ils ont déjà assez de problèmes comme ça. Oui. Mais je veux dire, quelqu'un vient, il parle bien sur les réseaux. Oui. Il met un peu le côté panafricain en avant, exacerbé, comme je le dis. Et nous, voilà, on a envie de faire quelque chose. Oui. Flatté par le discours. Voilà, donc on se dit, OK, il montre une activité qu'il fait, parce que moi, je n'investis pas sur quelqu'un qui ne fait rien. OK. Il montre une activité, il montre... Tu te dis, OK, je vais pas donner trop de détails, sinon on peut reconnaître ces entrepreneurs-là. Ouais. Et donc, j'investis. Et après, finalement, tu te rends compte qu'en fait, il y en a un quand même. J'ai regardé une autre vidéo parce qu'une fois que j'ai mis mon argent, je suis un peu de près ces activités. Oui.
Et là, il va faire, je ne sais plus ce qu'il voulait faire. Il rentre dans la salle, il dit, il était en 3 pièces, super habillé en Afrique. Et il dit, mettez la clim. C'est là où je me suis dit, mais c'est quoi ça? Tu es en Afrique, tu es habillé en costard 3 pièces et tu dis qu'on mette la clim. Tu es un entrepreneur, tu as pris l'argent des investisseurs. Mais ils n'ont pas vu Steve Jobs en t-shirt. Lui qui n'est pas en Afrique. C'est là où je me suis dit, j'ai peut-être fait mon sens financier. Voilà, c'était plus la mère Teresa. C'était plus là, la mère Teresa est partie parce que je me suis dit, au début, je voulais vraiment aider. Après, je me suis dit, oula. Et c'est là, quand je me réveille, j'ai dit, et là, je commence vraiment à faire des vraies recherches sur la personne. Et j'appelle au pays, je passe quelques coups de fil, on me dit, ça sent pas très bon. Et ça n'a pas tardé. Mais bon, après, moi, je suis très stricte, très rigoureuse. J'ai fait du droit. Donc, je connais mes droits. Tout ce que je fais, je garde une trace. Je suis très, très méthodique. Ah ouais. Et donc, cet argent, je l'ai récupéré comme une lettre à la poste parce que, voilà, j'ai mis mes avocats dessus. L'argent a été récupéré rapidement. Ah, vous n'avez même pas voulu... Wow, ok. Et les 2 où j'ai investi, tout a été récupéré. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire le business avec des gens qu'on peut poursuivre. Et pourtant, j'ai déjà aussi des cousins qui m'ont volé, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec un cousin qui m'a volé? Aucun parent ne va vous soutenir. Voilà. Moi, aucun parent ne va soutenir. Je fais des tontines. Moi, j'aime beaucoup ce volet tontine. J'en fais beaucoup. Et d'ailleurs, une fois, parce que je ne voulais pas trop envoyer de l'argent, j'ai dit, faites une tontine là-bas. Dès que vous prenez la tontine, on va dispatcher pour les études de chacun. Et le cousin qui devait bouffer la tontine m'a appelé pour me dire qu'on l'a agressé. Ah oui. Il disait rien. Ouais. Comment je peux savoir? Comme par hasard, lui qu'on n'adresse jamais, comme par hasard, le jour où il va chercher l'argent de la tontine, c'est le jour qu'on l'adresse. Bon. Je n'ai pas les moyens de dire qu'on ne l'a pas agressé. Ouais, donc je ne peux pas lui faire des problèmes. Je suis obligée de dire, bon, ta vie est sauvée, saine et sauve, on va avancer. Mais je sais quand même comment ça fonctionne là-bas. Donc... tout est possible. Tout est possible, on est d'accord. Mais pour dire, voilà, est-ce qu'à ce cousin, je pourrais faire des problèmes? Un entrepreneur, j'aurais dit, ça ne me regarde pas. Quelqu'un avec vous aurez mené des enquêtes même pour voir si déjà c'est vrai. Mais le cousin, il y a le côté, la fibre sentimentale qui se déclenche. C'est le fils de la sœur de mon père. Comment je peux lui faire des problèmes? Non. Alors que quelqu'un que j'ai payé, mon gars, ça ne me regarde pas. Je t'ai envoyé récupérer mon... Voilà. C'est à toi de prendre des prédispositions pour que mon argent revienne sain et sauf. D'accord. D'où le fait que j'insiste qu'il faut faire du business. Du business. Avec des gens qu'on peut mettre en prison. Ah ouais, c'est parce que ça n'entende pas. Voilà, mais quand il y a la fibre sentimentale... Alors, je ne sais pas si vous êtes allé sur le volet politique. Ah! Je l'ai un peu abandonné il y a quelques mois parce que ça m'attirait beaucoup d'ennuis. J'ai reçu énormément d'injures sur la politique. Sur les affaires du Gabon et du Bénin. J'ai dit, bon, franchement, je ne suis pas passionné de politique. J'ai commencé à inclure les questions sur la politique et même faire quelques petites chroniques et documentaires là-dessus parce que je me dis, c'est notre quotidien, c'est notre avenir. On peut pas, il n'y a rien qu'on puisse faire dans un pays sans la politique. Bien sûr. Sans rien comprendre. Donc, là, j'ai encore envie de chercher les problèmes. Quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, je pense que le Gabon, on a beaucoup de similitudes. Quand vous regardez ces 2 pays, politiquement parlant, comment c'est géré? Qu'est-ce qui vous traverse? Je n'ai pas envie de vous entendre. C'est sur le Cameroun que je vais lancer. Le Cameroun particulièrement, oui. Le Gabon aussi, parce que c'est un peu... Bon, peut-être le Gabon, juste, c'est un peu différent parce qu'il y a eu quand même une transition. Mais le Cameroun particulièrement. Alors, comment c'est géré? Oui, comment c'est géré, surtout. Et voilà, récemment, on a fait un emprunt. Bon, on a fait, c'est pas moi qui ai fait, ils ont fait. Mais à notre compte, c'est nous qui allons rembourser, nous qui sommes Camerounais là. Un emprunt de, je ne dis pas de bêtises, 415 milliards sur les marchés internationaux. Et donc, à rembourser sur 5 ans, maturité de 5 ans, donc 10%. Je pense que ça suppose 10% chaque année. Donc, ça va faire 50% de taux d'intérêt du remboursement. Donc, pour 415 milliards empruntés, il y aura 210 milliards d'intérêt. Donc, ça, c'est des investissements qu'on fait. On va dire la France aussi est endettée, tous les grands pays sont endettés, mais on veut voir le résultat au moins
je pense que c'est un peu ça la logique de tous les cas. Enfin, j'ai posé la question à plusieurs personnes. Je pense que c'était un peu ça la logique. On veut au moins voir la logique et l'aboutissement de tous ces emplois-là. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai pas beaucoup de données, je ne peux pas trop me prononcer. Oui. Parce que effectivement, la finance est subtile. Et puis, les investissements aussi sont subtils. Oui. Parce qu'on peut faire des projections sur papier, mais quand on arrive sur le terrain, c'est autre chose. Oui. Maintenant, parce que je ne sais pas, l'argent est prêté où, à quel taux, et combien ils vont rembourser, même si effectivement c'est ce qui est annoncé. C'est quoi réellement? Il faut rentrer. Ça, c'est l'information qui est arrivée, qui est annoncée justement. Voilà, et l'information, je trouve qu'elle n'est jamais complète. Oui. Surtout dans ces domaines-là, tout n'est pas on ne nous dit jamais tout en tout cas. Voilà, on ne nous dit pas tout. Donc c'est pour ça que c'est très subtil que je me lance là-dessus, et je sais que c'est un domaine très sensible. Très. On est là-dessus, je ne suis pas... Ce n'est pas un secret de polichinelle, et d'ailleurs, c'est très sensible dans tous les pays. Oui. Maintenant, comment le pays est géré? Moi, je vais juste faire une anecdote. Ça va trop faire marrer les Camerounais. Ok. J'ai envie de leur dire que le chef de l'État, il a géré le pays un peu comme... je vais dire... en fait, les Camerounais ne se rendent pas compte, mais ils ont tous la même mentalité que Brenda Biya. Ok. Je veux bien comprendre pourquoi. C'est très dur, ce que je vais dire là. Oui. Comme je l'ai dit aussi dans plein d'autres choses. Parce que les Camerounais sont très capricieux. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas la rigueur dans ce qu'ils font. Moi, en fait, au niveau de la gestion, je pense d'abord qu'il faut d'abord fermer ces bars-là. Les bars, beaucoup. Les Camerounais consomment beaucoup trop. C'est-à-dire qu'ils sont en bon emploi. Ils disent qu'ils galèrent. Il faut vraiment que... Quand on va sur place, on observe. Il n'y a pas beaucoup de travail. Oui. Les gens s'amusent beaucoup trop. Et c'est pour ça que j'ai fait l'analogie avec Brenda. Oui. Elle s'amuse beaucoup, elle est là, elle se plaint beaucoup. Mais en fait, elle-même n'a pas la rigueur de démontrer ce qu'elle a fait sur le terrain. Ok. Les Camerounais sont un peu dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'il les a trop gâtés. Je trouve que les Camerounais sont quand même pas mal gâtés. Ça, les gens ne vont pas apprécier, ça, j'en suis certaine. Mais si les Camerounais travaillaient beaucoup plus, parce que, pourquoi je dis ça? C'est un client qui me le fait comprendre. Un client asiatique, oui. Il voulait des financements, donc il finit d'étudier son projet de financement, donc je vais lui faire signer les documents dans son lieu de travail. Et c'était un gros client de la banque. Et il cooptait tous les Asiatiques, les Chinois, là, parce qu'ils achètent beaucoup. Hein. Et vraiment, ça fonctionne, c'est tellement bien huilé et organisé chez eux. Et c'est lui qui cooptait ceux qui arrivent, ils achètent des bars tabac. Je pense que c'est plus un secret pour personne, on les voit dans les bars tabac. Et ils font aussi beaucoup d'immobilier. Okay. Et donc, quand je vais voir ce client-là, gros client, je fais signer les documents. Et comme j'établis toujours un lien avec mon client, donc on commence à parler, je lui dis « Oh, j'admire votre communauté, vous êtes très bien organisé, je vois, parce qu'il m'envoie souvent des clients, il me dit, voilà, il m'appelle, il me dit, je vais envoyer tel avec toute la documentation, je suis garant. Donc, je le félicite et tout. Il me dit, oh, madame. Il me dit, il ne parle pas beaucoup, les Asiatiques. Donc, il me dit, vous inquiétez pas, chère madame, votre tour arrive. Je dis, ah non, impossible chez nous. Voilà, vous voyez pas, nous, on n'a pas la chance d'avoir les bons gouvernants. Il y a beaucoup de détournements. Je commence vraiment à me plaindre, à ne plus en finir. Il me dit, non, ce n'est pas les gouvernements les problèmes. Il me dit, ce n'est pas eux le problème, madame. Le problème, c'est vous, la population. Vous savez quoi? Attendez, je vais vous dire quelque chose. Si on prend les dirigeants de votre pays, oui. Il me dit, votre pays, c'est quoi? Je lui dis, il dit, on les prend, on les met en Chine. Ils vont travailler exactement comme les Chinois veulent. Mais si on prend nos dirigeants chinois, oui. On les met chez vous, ils vont faire comme vos dirigeants. Ils vont peut-être même pire. En fait, les dirigeants s'adaptent à la mentalité du peuple. Et là, j'ai pris une grosse claque. Et là, comme moi, je suis toujours dans la documentation, effectivement, j'ai fait des recherches. Oui. Et je me suis dit, c'est vrai. C'est d'où je reviens au fonctionnement des Camerounais. Le gouvernement, ceux qui sont là s'adaptent à leur mentalité. Les Camerounais, ce n'est pas des bosseurs à fond. Parce que quand tu bosses, et en même temps, quand ils bossent, je veux dire, quand tu payes tes impôts, quand tu payes, tu sais comment tu travailles.
quand tu apprends que quelqu'un a détourné autant. La rage. La rage. Et ça va aller de soi que les gens vont se soulever. Mais quand on voit même déjà, voilà, tout le monde essaye de fabriquer sa propre bière pour entourlouper l'autre, on va sur les réseaux, les gens dansent. Voilà. Donc je pense qu'il manque quand même un peu de sérieux. Ok, trop de divertissement, c'est ça? Trop de divertissement. Mais voilà, leur père les a laissé tout faire, leur président. Donc c'est pour ça que je fais l'analogie avec sa propre fille. Comme il a éduqué tous les Camerounais comme ça. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte que, voilà, ils sont dans une forme de laxisme. Tout est laxiste là-bas. Okay. Il faut un peu plus de rigueur. Et si la rigueur arrive, les choses vont évoluer. Mais il n'y a pas beaucoup de rigueur là-bas. D'accord. En tout cas, je comprends bien votre avis. Voilà, je suis quand même d'accord avec une bonne partie. Mais j'ai envie de vous poser une question, vu que vous avez parlé de divertissement, sur le football. Vous n'avez pas vu ça venir? Si. Vous qui êtes dans la gestion du patrimoine, finance et tout. Ouais, je vais vous poser une question sur le football. Oui. Alors, le football, je parle particulièrement du football parce que c'est le sport, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, le sport le plus pratiqué au Cameroun particulièrement et dans beaucoup de pays dans le monde. En tout cas, c'est l'un des sports qui cumule le plus d'attention et de public. Ça demande justement beaucoup d'argent. Donc, la question froide, c'est est-ce que le football, est-ce qu'un pays pauvre ou encore un pays sous-développé ou en voie de développement a droit au football? Oui. Et je vais surprendre. Et puis, je vais même pas... on va peut-être compter sur moi comme dame pour dire non, ça sert à rien. Non, le football, ça sert. Ok. Ça sert et c'est même... J'ai envie de dire qu'on dépense à la hauteur de ce que ça rapporte. Beaucoup de gens vont dire oui, ça rapporte pas, mais parce qu'on est encore au niveau africain, le marketing n'est pas poussé et que, comme je reparle de la mentalité là-bas, les gens ne veulent pas acheter, ils préfèrent acheter ce qui est fabriqué et peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. D'autres vont me dire ça coûte trop cher, oui. Mais non, effectivement, il faut des politiques pour ajuster. Mais si on bascule dans le cadre européen, on va voir que le football rapporte énormément. Énormément d'argent, oui. Énormément d'argent. Donc, j'ai envie de dire ça sert. Ça unit les peuples. Parce que quand il y a football, on s'en fout de quelle tribu. Ou du parti politique. Ou du parti politique. C'est le seul moment où les gens sont en symbiose. Donc, moi, je pense que c'est la plus belle preuve que vraiment... qui démontre au peuple qu'ils ont tous la même appartenance. Parce que quand ils vont défendre leur équipe, ils sont voilà, ça devient une seule et même personne. Moi, je reprends le cas du Sénégal. Oui. Quand on a vu la fameuse finale, on a vu comment les supporters, le coach, les joueurs, tous étaient en symbiose. C'était très difficile de voler ces gars, en fait. Oui. Parce qu'ils se sont battus. Et sans oublier ceux qui sont derrière leurs écrans. Quand on voit sur les réseaux, tout. Voilà. Même ça a conforté les dirigeants sénégalais. Qui, grâce à ça, ont pris aussi beaucoup plus de peps pour... et ils ont même aussi compris la ferveur des Sénégalais. Donc, je pense que c'est un indicateur, le football. Et si on peut même repartir sur le Cameroun, quand on voit un mastodonte comme Eto'o qui est intouchable, c'est grâce au football. Parce qu'il a fait vivre des sensations aux gens. Pourquoi les Camerounais adorent autant Eto'o? Parce qu'il a fait vivre des sensations. Même si on peut le critiquer sur plusieurs éléments, mais on sait qu'il est intouchable au Cameroun. Alors, j'entends bien ce point de vue et je suis d'accord avec. Mais c'est justement pourquoi certaines personnes creusent sur le fait, ou encore sur la particularité des pays pauvres. Parce que oui, le football, ça rapporte. Il y a énormément les modèles économiques sont très larges quand on parle de football. Mais justement, c'est pour des pays où le système est bien huilé. Vous avez dit, le marketing est assez poussé. Mais si on revient chez nous, et quand on entre dans les cas terre à terre, le stade, par exemple, de Lembe qui a été construit particulièrement pour accueillir la CAN 2021 au Cameroun, c'était beaucoup de milliards. Aujourd'hui, c'est abandonné. Il faut entretenir. Et ça demande beaucoup de moyens. Du coup, c'est abandonné. Il y a des erreurs partout. C'est la même chose au Gabon, qui investit des milliards dans un stade pour accueillir la CAN 2017. C'est aussi abandonné aujourd'hui. Et le Cameroun, par exemple, parlant des chiffres, aujourd'hui, Eto'o essaie un peu de titiller les Camerounais avec ça, 5 milliards, 15 milliards et tout. Donc,
5 milliards sont sortis, c'est ce qui a été déboursé pour la CAN. Pour ses chaussures. Oui, voilà. Ça, c'est ce qu'il fait pour titiller les gens avec. Donc, il met 5 milliards, voilà. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, bon, ça, j'ai envie de dire, certaines personnes qu'on qualifie d'extrémistes le traitent de voleur, de détourneur, parce qu'il a pris 5 milliards. Mais bon, on va dire, 5 milliards, c'est ce qui a été octroyé à la Fédération camerounaise de football pour couvrir les charges, en fait. Pour amener l'équipe à la CAN. Une CAN qui, selon les informations, devait donner 4 milliards. Moi, je vois certaines personnes faire le ratio telle à telle cette manière et dit c'est pas rentable. Bien sûr. Ou d'autres personnes qui disent on a construit des stades à des milliards qui n'ont servi à rien. Pourtant, ces stades-là pouvaient servir à construire des routes, pouvaient servir à construire des hôpitaux, ou en tout cas, pour cette personne-là, j'essaie un peu de faire l'avocat du diable, pour cette personne-là, le football peut être important, il peut être rentable, mais est-ce qu'il y a une urgence d'investissement là-dedans? Ça, c'est vraiment, je pense que c'est le principal argument. Alors, je ne sais pas s'il y a une urgence. Bon, c'est vrai que quand on est dans le domaine financier, c'est vrai qu'on ne se lance pas sans avoir toutes les données. C'est ça, oui. Ça, c'est d'accord. Maintenant, moi, je pense que la dépense est utile. La dépense est utile. C'est juste que ça me ramène encore au sérieux des Camerounais et à la rigueur. Ok. En fait, c'est un bon secteur où, effectivement, comment on connaît le Cameroun à l'extérieur? C'est grâce au football. Oui. De Roger Mila. Roger Mila fait connaître le Cameroun. Et à toute la culture, en fait. Toute la ça culture. Ça rejoint tout ce qui est divertissement, musique, etc. Oui. Quand Roger Mila partait à la Coupe du Monde, il y a des pays, des gens qui ne savaient pas où on situe le Cameroun dans une carte. Oui. Mais grâce à Roger Mila, voilà, le Cameroun a été connu dans le monde entier. Parce qu'on a essayé de voir qui peut venir déstabiliser Maradona. Ouais. C'est pour dire que c'est juste un secteur, c'est une pépite en fait, mais qu'on n'exploite pas. Parce que ça peut même être un pont, un levier effectivement, pour se faire connaître et redorer le blason. Par exemple, on part... comment il s'appelle? J'oublie le nom du président. Mais ce pays-là, en train de parler au football, c'est pas le Kenya, non, c'est là où il y a eu la guerre au Tutsi. Rwanda. Rwanda, voilà. Oui. Kagame, voilà. Oui. Le président Kagame, tout ce qu'il est en train de faire pour vendre son pays, le marketing. Et les Camerounais, déjà, naturellement, sont des bons marketeurs. Ouais. Naturellement, ils parlent et on a envie de les écouter. Il faut voir la fureur avec laquelle ils s'expriment dans les réseaux et tout le monde les respecte pour ça. Mais effectivement, il faut que ce soit des gens un peu plus rigoureux qui observent la gestion de leurs finances. Ça commence par nos propres finances. Parce que quand on est rigoureux avec soi-même, on le sera avec les autres. Mais nous-mêmes, on ne gère pas. Bon, quand on nous dit à voler, il a volé des milliards. Je sais que j'ai fait un petit commentaire comme ça sur LinkedIn où j'ai dit, dans ce pays, on parle des milliards comme si c'était des millions, quoi. Je l'ai dit subtilement, je suis passée. Oui. En fait, c'est comme si on a perdu la notion de l'argent. On te dit, voilà, une petite autoroute à 900 milliards et les gens, ils sont assis comme si de rien n'était. Donc, ça ramène toujours à la rigueur. Soyons rigoureux. Quand on est rigoureux dans sa propre gestion de finances, on le sera aussi dans la gestion des biens publics, de l'argent public. Ok. Mais bon. En tout cas, franchement, merci d'être venu. Je pense qu'on a largement dépassé le temps. Et j'ai tellement de questions. En fait, on risque de passer la nuit si j'aurais toujours des questions. Donc, je vais vraiment vous dire merci pour le temps. J'imagine que vous avez un emploi de temps très chargé. Et quand je vois aussi la manière avec laquelle vous avez été très, très rigoureux sur les modalités avant de vous déplacer, je comprends que... Et la ponctualité aussi. Je le disais à Valère, c'est la première fois de tous les podcasts que j'ai effectués. C'est rare que... Vous êtes peut-être la seule. 15 minutes avant, on m'appelle. Parfait. Et quand j'ai vu le Tifo, c'est certainement elle. Du coup, en descendant, on a accompagné quelqu'un. J'ai dit, mais ça, c'est incroyable. C'est vrai? Ouais. C'est la formation. C'est, comme j'ai dit, on s'adapte. J'ai géré des gros portefeuilles. Un client ne peut pas... Je ne peux pas me permettre de faire patienter mon client 1 minute. Si c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure. Et ils sont très rigoureux. Parce que pour gérer des gros portefeuilles, et qu'on te fasse confiance, il faut que tu sois quelqu'un de vraiment très rigoureux dans tous les sens.
dont je le suis. J'étais impressionné. Avec plaisir. Alors, pour sortir, une question à un jeune ou une jeune fille qui veut réussir dans sa vie. Une jeune fille qui veut réussir dans sa vie. Oui, un jeune ou une jeune, oui. Alors, comme je disais, il faut vraiment apprendre l'éducation financière. Oui. C'est important. C'est la base de la base. Oui. Et dès qu'on a cette base-là, on protège sa famille. C'est très important de protéger ses enfants. On entend souvent, parce que nous, on est obligé de se déplacer, tel est parti, il a eu tel accident, ou il a eu tel... Voilà, et les enfants se retrouvent seuls. Oui. Il faut qu'on protège nos enfants. Et maintenant, quand on repart, parce qu'il faut qu'on reparte, c'est important, l'Afrique a besoin de nous. Oui. Maintenant, il faut commencer petit. Ne pas mettre déjà tous ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier. La diversification, c'est la clé. Ici même un peu, gérer, et là-bas aussi, mais toujours diversifier pour diluer le risque. Donc, les jeunes étudiants, moi j'ai un gros pincement au cœur pour nos étudiants. C'est pour ça aussi que, par exemple, quand on parle de l'article 100 milliards transférés, mais zéro pouvoir, moi j'ai beaucoup de pincement au cœur pour nos étudiants parce que je trouve que nous sommes la seule communauté dont les étudiants arrivent et errent dans tous les sens. Oui, c'est vrai. Toutes les difficultés que nos étudiants rencontrent, c'est juste pas normal. On doit pouvoir les accompagner, nous qui sommes déjà là. C'est pour ça que je dis qu'on manque de structure, on manque de rigueur. On est bon individuellement, on n'est pas bon collectivement. On doit vraiment se poser des questions. C'est pour ça que je dis, moi, dans ce que je fais, c'est plus à ça que je pense, mettre en place ces think tanks-là pour commencer à se dire comment on fait pour aider nos petits jeunes qui viennent. Oui. Ils se battent pour des titres de séjour. Ils ne comprennent même pas comment ça fonctionne. Ils se retrouvent seuls. Ils ne savent même pas comment se décider dans leur projet d'avenir. Voilà. Normalement, nous qui sommes là, on doit les accompagner. Et quand on va faire d'eux des bons citoyens qui, dès qu'ils arrivent, ils ne s'éparpillent pas, on les structure, ça rend service à l'Afrique. Et ça les aide aussi parce qu'ils seront focus sur leurs objectifs. D'accord. En tout cas, franchement, masterclass. Merci beaucoup encore. Merci d'être venu.